Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être à Mulhouse aujourd'hui pour cette remise du rapport. Vous remercier tous pour la qualité de ces échanges. Remercier l'équipe de la Fondation, évidemment. Remercier de la franchise des propos. Remercier les acteurs de ces trois institutions qui ont accepté de répondre. C'est bien, parce que c'est un premier pas vers l'amélioration de la réponse. Le débat a été très éclairant. Je vais y revenir dans mon propos de conclusion de table ronde, mais sans doute que tout ce qui a été dit est vrai, et pourtant il y a un problème. Pourquoi on a choisi, ça a largement été dit, ce sujet? Alors, bien sûr, parce que d'abord il y a des souffrances derrière, la non-réponse dans ces sortants d'institutions, mais aussi parce qu'on pense qu'on peut faire beaucoup mieux en la matière, alors qu'il y a des sujets qui sont d'une complexité inouïe et dont on ne voit pas bien encore, et pourtant il faudra la résolution des problèmes. Ce sujet que nous avons traité dans le rapport cette année, on peut faire beaucoup mieux. Et pourquoi on peut faire beaucoup mieux? Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont à un endroit à un moment, parce qu'on les protège, parce qu'on les enferme, ou parce qu'on les soigne, et donc on les connaît. Et puis parce qu'à un moment, l'institution a décidé de les enfermer, de les soigner ou de les protéger. Et donc elle a investi des moyens très importants. Elle s'est dit, je mets des prisons, je mets des hôpitaux, je mets des lieux d'accueil pour les mineurs en souffrance, seuls, abandonnés. Et donc elle a investi. La collectivité a décidé d'investir. Nous avons décidé avec nos impôts d'investir pour aider ces personnes. Et donc ce basculement, c'est pour ça qu'on parle de sortie sèche. Ce basculement, il est absurde. Qu'est-ce que signifie l'idée d'investir pour des centaines de milliers d'enfants que l'on protège à juste titre jusqu'à leurs 18 ans et après de s'en laver les mains, collectivement? C'est une absurdité. C'est une absurdité. Donc, on voyait dans ce basculement, dans ce moment, un espace sur lequel on pouvait faire beaucoup mieux. Et c'est ça que nous pensons nécessaire de faire aujourd'hui. Ce seul chiffre est particulièrement troublant et doit nous percuter pour pouvoir agir d'une façon différente. Ça a été dit, 25% des personnes sans domicile nées en France sont passées par l'aide sociale à l'enfance, alors qu'ils ne représentent que 2 à 3% de la population de l'aide sociale à l'enfance. 25%, 2%, il y a un problème. Et là, on a une capacité d'agir beaucoup plus forte si on le voulait bien. Du coup, la question qui était posée ce matin, c'est comment faire mieux, hein, comment faire mieux ensemble, malgré tout ce qui se fait, et j'y reviendrai. Beaucoup de bons exemples. Beaucoup. Vous en avez cité ce matin. Je vous invite à lire la deuxième partie de ce chapitre, qui est uniquement centrée sur les bonnes pratiques. Sur des acteurs qui, ici ou là, se sont mobilisés pour dire « c'est complètement absurde, c'est pas digne, c'est pas satisfaisant, on va faire mieux ». Et qui donc se sont bougés. Parce qu'une personne ici s'est mobilisée, parce que 10 personnes ailleurs, parce que 4 institutions ont dit autour d'une table « mais c'est complètement incohérent notre histoire ». Bref, il y a beaucoup d'exemples. Dans ce chapitre, des exemples d'ici, je pense au lieu, la Mulhouse. C'est quoi l'idée du lieu à Mulhouse, tel qu'on l'a compris? C'est pas demander aux jeunes de se plier à ce que l'on voudrait bien qu'ils fassent, c'est de dire non. Il y a des décrocheurs, il y a des gens qui ne veulent même plus parler aux institutions parce qu'ils en ont tellement pris dans la figure. Eh bien oui, on va quand même aller vers eux. Et on va leur donner une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Et donc, on sort du carcan idéologique et on est sur un principe qui est le principe du non-abandon. Et je reviendrai sur la question des principes dans cette histoire-là. Il y a une autre bonne pratique qui est décrite dans ce rapport. La ferme de Moyambry, dans l'Aisne, portée par Emmaüs. C'est une alternative à la prison, avec une vision d'insertion par l'économique et de réapprendre la liberté, réapprendre les petites choses que quelqu'un disait, on finit par perdre en prison. Enfin, quelqu'un disait, madame, j'ai oublié votre nom, je m'en excuse, mais évidemment, c'est très important ces petites choses qu'on finit par oublier. Et quand on se retrouve tout seul au milieu du monde, de la jungle, eh bien c'est très difficile. Et donc, regardez ce petit 2 pages que nous avons fait sur la ferme de Moyambry. Regardez, ça marche. Il n'y a pas de secret. Les gens, ils ont envie de s'en sortir, ils ont envie de se bouger, ils ont envie qu'on leur tende la main de trouver des solutions à un moment ou à un autre. Ou je pense à ces bailleurs
de Lille Métropole qui ont proposé des solutions à la sortie de prison, avec immédiatement un logement disponible. En fait, le truc c'est qu'ils disent, ouais, si la personne rentre en incarcération pour 1 an, elle va se retrouver en impayé, elle ne va pas pouvoir payer son loyer. Donc elle va se faire expulser, depuis la prison, mais expulsée. Et donc à la sortie, c'est compliqué. Il dit, c'est dommage, parce que pendant 4 mois, ce logement, il aurait peut-être pu servir à quelqu'un. Donc on s'engage, vous remettez votre logement pour quelqu'un d'autre le temps que vous êtes. Et on vous garantit un logement à la sortie, immédiatement. Avec aussi les 2 premiers mois qui sont payés, etc., etc. Bref, il y en a plein. Il y en a plein des histoires comme ça, des belles histoires qui apportent des solutions aux personnes. Et donc la question qu'on se pose, et vous l'avez posée, c'est la question du changement d'échelle. Comment on fait pour passer à un changement d'échelle? Plein de gens veulent bien faire, plein de gens ont conscience des limites de l'action publique, de sa complexité, de son caractère administratif, démesurément administratif. Mais vous savez, le démesurément administratif, de notre point de vue à la Fondation, il n'est que le reflet de l'incapacité d'agir. Parce que quand vous avez 100 personnes à la rue et que vous avez 10 solutions, soit vous dites, on est mauvais, puisqu'on n'a pas 90 réponses pour les autres. Ou on dit, alors, en fait, on va mettre des prioritaires, plutôt prioritaires, super prioritaires, parmi les prioritaires. Et puis on va essayer de dire, oui, mais attendez, on y reviendra cet après-midi sur la situation du logement global en France, parce que c'est important d'avoir les indicateurs. De se dire, oui, mais vous n'allez pas me dire, monsieur Robert, que c'est quand même pas plus important de loger une personne enceinte avec 3 enfants de moins de 10 ans qui vit seule, plutôt que ce monsieur. Ah oui, bien sûr, c'est pas complètement stupide, c'est mieux de proposer cette solution à cette personne. Mais enfin, rester à la rue pour cette personne, ça n'est pas pour autant acceptable. Et donc, la question du changement d'échelle, et on y reviendra avec le logement d'abord, donc je ne m'y attarde pas, elle est essentielle. Le deuxième élément que ce débat appelle la réflexion, en vous écoutant et en regardant ce qu'on a pu observer aussi depuis qu'on a sorti ce rapport, dans les échanges, c'est qu'on a aussi affaire à 3 institutions qui sont en difficulté aussi. C'est-à-dire, ça rejoint ce que vous venez de dire sur la question du HLM, du logement social, mais c'est vrai de ces 3 institutions. Alors, la Fondation Abbé Pierre, vous, nous, tous, les mal logés, sont en train de demander à une institution qui a déjà du mal à fonctionner dans son quotidien, compte tenu plein de choses, de l'histoire, des moyens qui sont dédiés, etc., des acteurs, bref, du nombre de personnes pour exercer ces missions, déjà qui a du mal à fonctionner pour mener à bien ses missions principales, et vous nous demandez en plus de nous préoccuper de l'après. Ouais, c'est dur. Et effectivement, c'est dur. Donc, il y a un enjeu aussi autour de la capacité donnée à ces institutions pour à la fois mener bien leur première mission, mais aussi mener bien leur mission avec les autres, pour la sortie. Sachant que les deux sont liés, vous l'avez dit, madame, c'est-à-dire que c'est pas que la question de la sortie, c'est la question de la préparation de la sortie. Et donc ça commence peut-être dès le premier jour de l'entrée en aide sociale en France, dès le premier jour de l'incarcération, etc., etc. Donc, il ne faut pas se tromper aussi de ce point de vue-là. Nous avons conscience à la Fondation qu'on n'est pas en train de donner des leçons à ces 3 institutions, pas du tout. Mais malheureusement, notre regard, ou plutôt heureusement, il est centré sur les personnes. Et nous avons vu les dégâts, le déchet, l'incohérence. Et c'est ça que nous avons essayé de soulever avec vous ici. Oui, je pense que la question de la complexité, vous l'avez dit à maintes reprises, il faudra la traiter. C'est pas possible que moi, depuis 10 ans, j'ai vu monter la complexité administrative, le temps passé à la question administrative, au dépend de la capacité à accompagner les personnes, à les écouter, mais vraiment les écouter, à comprendre quels sont les leviers, bref, l'accompagnement social, juridique, mais digne de ce nom, pas simplement parce que j'ai reçu quelqu'un à 10 minutes à un moment, et puis j'ai l'impression... Et d'ailleurs, tous les témoignages que nous avons recueillis auprès des acteurs, et je pense par exemple à ce monsieur du SPID, du service de probation, on a coupé parce que nous, on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais le témoignage, les 2 pleurent pendant 5 minutes. Les 2. La personne qui accompagne et le monsieur qui sort de prison. Donc on ne peut pas faire du misérabilisme, mais je peux vous assurer que les rushs, les films que j'ai vus avant de pouvoir couper pour les présenter de manière rapide, ça pleure. Ça pleure des 2 côtés. Parce que la reconnaissance à un moment, parce que j'étais sorti de la rue, parce que... Bref, tout ça
toute cette humanité-là, il ne faut pas la perdre derrière la dimension administrative. Et donc, on a là aussi une responsabilité collective. Bien sûr qu'il faut de l'administratif, bien sûr qu'il y a du juridique, bien sûr qu'il faut qu'on fasse attention parce que, bref, bien utiliser l'argent. Mais attention, attention collectivement, et vous l'avez largement, me semble-t-il, dit dans cet échange de ce matin. Le troisième enseignement, moi, de cette table ronde, mais qui recoupe aussi ce qu'on a écrit dans ce rapport, c'est la question de la manière dont on associe tous les acteurs. Bon, c'est d'une complexité inouïe, mais en même temps, il ne faut pas renoncer à cette complexité, ce qui n'empêche pas de pouvoir simplifier. Je m'explique. Oui, ça a été dit, on ne peut pas faire sans les collectivités. Oui, ça a été dit, on ne pourra pas faire sans les bailleurs sociaux. Oui, ça a été dit, on ne pourra pas faire sans les bailleurs privés ou la mobilisation du logement, on y reviendra cet après-midi, vacant. On ne peut pas faire sans le croisement entre chacune de ces institutions et le secteur de l'hébergement d'insertion, et le secteur de l'hébergement d'urgence. On ne peut pas faire sans associer le secteur de la santé, à bien des égards, ça a été dit à plusieurs reprises. Mais, comment dire? Du coup, le risque, moi, quand je vous écoute, c'est de me dire, waouh, c'est compliqué, et on ne voit pas bien comment on va pouvoir faire avancer l'histoire. Et ça a été dit par deux, trois interventions dans le dernier quart d'heure. Ok, comment on fait? Eh bien, au fond, de mon point de vue, et c'est le quatrième enseignement, il faut qu'on remette des choix politiques et des choix de société au cœur de la question qui nous est posée ce matin. Et sans doute de celle qui nous est posée cet après-midi, au titre du logement d'abord. Qu'est-ce qu'on veut, au fond? On veut avoir raison. On veut être en adéquation avec notre professionnalité et la commande, qui est celle de notre supérieur, de notre financeur. On veut... où voulons-nous véritablement se dire collectivement? Personne à la rue. Zéro personne à la rue. C'est la matrice. Et après, tout le reste, il faudra bien qu'on se débrouille, c'est compliqué, on l'a dit, mais ça guidera l'action différemment. Je dis ça parce que ce que nous avons aussi observé dans ces trois institutions, on a rencontré beaucoup d'acteurs, c'est qu'il y a un autre risque. C'est la tentation de ne proposer des solutions, ou plutôt proposer majoritairement des solutions à ceux qui sont pas loin de l'insertion. Pas loin de pouvoir s'en sortir seul dans le logement. Pas loin de ne pas avoir trop de problèmes de santé, donc pas loin de ceci, pas loin de cela. Et de laisser, au fond, tous ceux qui sont les plus en difficulté derrière. Et donc, si on ne se donne pas, collectivement, comme cap, comme matrice, comme axe politique, qui part d'abord de la dignité fondamentale, dans un pays riche, qui consiste à dire personne à la rue, j'ai bien peur qu'on continue à empiler un certain nombre de choses, qu'on continue à complexifier administrativement un certain nombre de choses, que l'on continue même peut-être à évoluer vers une dimension juridique qui fermerait la porte à certains. C'est le risque que l'on peut étudier dans d'autres pays, qu'on peut étudier dans certains domaines en France, qu'on a pu voir, faute d'avoir trouvé les bonnes réponses en temps voulu, faute d'avoir mis les moyens à la résolution de ces problèmes, eh bien on finit par perdre de vue notre objectif fondamental, et donc par donner une logique même à notre incapacité à répondre, et donc c'est l'établissement de super prioritaires parmi les prioritaires. Et ça, c'est quelque chose, non pas qui nous guette, parce que je ne suis pas défaitiste, mais en tout cas sur lesquels il faut être extrêmement attentif. De ce point de vue-là, l'objectif du zéro personne à la rue nous semble un objectif largement atteignable en France. Alors, on a essayé de mesurer, hein. Dans certains territoires, ça sera peut-être si on y met les moyens, hein, et les paquets, collectivement, 4-5 ans. Dans d'autres, ça sera 10 ans. Enfin, peu importe. On sait que c'est possible, parce qu'on a expérimenté à l'étranger, parce qu'on a développé des initiatives, parce qu'on voit bien. Bref, mais il faut avoir ça en ligne de mire. Et c'est là où le politique réintervient. Le politique au sens de la citoyenneté, au sens de ce que nous voulons dans la société. Cet objectif, il rejoint d'autres objectifs fondamentaux qui touchent à la question de la dignité et des principes inflexibles. C'est, je l'ai dit, la question du non-abandon. C'est la question d'aller vers les personnes, et pas attendre seulement qu'elles viennent. Ça percute beaucoup la question de l'action sociale. Hein.
Je suis dans mon bureau, et bien sûr, de toute façon, j'ai tellement de personnes, ça a été dit, à suivre quand je suis au service de ceci, quand je suis dans tel autre service. Que voulez-vous? Je ne reproche pas aux acteurs, mais collectivement de nous interroger, de retourner vers les personnes. Je reprends l'exemple du lieu, il peut y avoir des jeunes dont on sait qu'ils sont suivis à un moment à Mulhouse, et puis on voit que, parce qu'on a une information, ils sont à Paris, ben peut-être qu'on va aller les chercher à Paris. Eh oui. Alors ça paraît extrêmement ambitieux, et encore une fois, je reviens aux fondamentaux. Que voulons-nous? Gérer la misère? Gérer le problème des sans-domicile? Ou on veut résoudre le problème? Et de ce point de vue-là, l'abbé Pierre nous disait, la misère ne se gère pas, elle se combat. Et je reviens à la notion citoyenne de combat, et qui dépasse les questions techniques. Personne à la rue, logement d'abord, on y reviendra, principe de non-abandon, aller vers, j'ai entendu aussi référent unique. Ah oui, quel que soit ce que l'on met derrière. Mais bien sûr, le nombre de personnes qui nous ont dit, dans les personnes qu'on aide, qu'on accompagne, qui sont des témoins pour alimenter notre réflexion, qui nous disent « je n'en peux plus de raconter mon histoire. Je n'ai rien aujourd'hui, et je dois raconter mon histoire ici pour avoir